Alors, c'est sans précédent déjà, d'une part, cette vague d'interpellation qui a eu lieu ce matin à Zurich. Le FBI à l'assaut de la FIFA. Plusieurs hauts responsables de la Fédération internationale de football ont été arrêtés tôt ce matin par la police suisse dans un hôtel de luxe à Zurich. La justice américaine a sorti le carton rouge contre la FIFA. Blanchiment d'argent, compte caché, pot de vin, la liste des accusations est longue. En fait, le foot reste le beautiful game, mais son industrie, je ne sais pas comment elle peut être légale. Elle ne diffère en rien du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains. But I want to be very clear. This is the beginning, not of our effort, not the end. Au final, le FIFA Gate qui se disait combattre cette même FIFA qu'elle disait apocalyptique, je veux dire, elle est poursuivie comme les éléments mafieux des années 70. Au final, ils sont jamais allés contre la FIFA. À aucun moment, ils ont voulu changer le système. Au fil des ans, la Fédération internationale de football est devenue un pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs. Les soupçons de corruption dans l'attribution des Coupes du Monde en Russie et au Qatar jettent une lumière sombre sur le fonctionnement de la FIFA. Ce qu'a fait le Qatar à travers le Paris Saint-Germain illustre l'essence même du football politique. Pour paraphraser l'ancien ambassadeur du Qatar en France, ce que le PSG a fait, c'est plus que toutes les ambassades du Qatar à travers le monde. C'est ça le véritable intérêt du football. Et pour un service de renseignement, ça n'a pas de prix. Je suis Romain Molina, journaliste et auteur indépendant. J'ai publié 8 ouvrages, dont certains étaient traduits en Uruguay, Russie, Espagne, Angleterre et Allemagne, et des enquêtes pour le New York Times, le Guardian, CNN, la BBC, Josimar ou Blast, principalement autour des coulisses du monde sportif. Et 8 ans et demi désormais, lors d'une conférence de presse qui est restée mémorable, Loretta Lynch, qui était alors la procureure générale des États-Unis sous la direction d'Obama, avait expliqué que depuis des décennies, les dirigeants de la FIFA s'étaient servis de ce sport et avaient donné les mots de racket, blanchiment, pot de vin et avaient montré un système institutionnalisé. They were expected to uphold the rules that keep soccer honest and to protect the integrity of the game. Instead, they corrupted the business of worldwide soccer to serve their interests and to enrich themselves. Cela récompensait, mettait à bout une enquête dirigentée notamment par le FBI depuis quelques années, qu'on a donc appelée le FIFA Gate et qui a eu la tête d'une vingtaine, un peu plus de 20 dirigeants, principalement en Amérique du Nord, Caraïbes et Amérique latine. Pas qu'ils étaient plus corrompus que les autres, non. Simplement, sauf que l'argent a transité par une banque états-unienne à un moment. C'est la seule différence. But I want to be very clear. This is the beginning, not of our effort, not the end. We look forward to continuing our work with our international partners and any others who are willing to work with us. Donc, ce qui est fou, c'est que lorsque le FIFA Gate arrive, il n'y a aucun système judiciaire au monde qui embarque. Rien en Asie, rien en Afrique, rien en Europe quasiment. Donc en fait, c'est l'inaction judiciaire à travers le monde et pire que ça, au final, le FIFA Gate qui se disait combattre cette même FIFA qu'elle disait apocalyptique, je veux dire, elle est poursuivie comme les éléments mafieux des années 70. Au final, ils sont jamais allés contre la FIFA. À aucun moment, ils ont voulu changer le système. C'était des gens en place. On va remarquer une seule chose, c'est que il y a des preuves quand même concrètes que la Russie a acheté le mondial 2018, notamment avec des gens du Guatemala, le Qatar en 2022 aussi, l'Afrique du Sud en 2010, où là, il y a vraiment des éléments concrets. À aucun moment, il y a eu une poussée pour finir ces dossiers-là. Même les Russes. Aujourd'hui, on peut voir quand même quelques accords. Le mondial 2026, évidemment, revient aux États-Unis, avec le Canada et le Mexique. D'autres compétitions reviennent aux États-Unis. Et le département légal de la FIFA fait encore plus fort, puisqu'il vient d'être déplacé à Miami, qui avait déjà obtenu un nouveau bureau régional. Donc les États-Unis ont tout gagné derrière. Trump, d'ailleurs, qui comprend pas grand-chose visiblement au football, c'est quand même lui qui a servi d'intermédiaire pour que le président de la FIFA soit reçu par Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Et du jour au lendemain, suite à ça, les États-Unis ont récupéré tout ce qu'ils voulaient dans le football. Et aujourd'hui, le plus terrible, dans ce FIFA Gate qui n'est jamais allé au bout, c'est que cette même personne, l'ancienne procureure générale des États-Unis, Madame Lynch, qui avait quand même une carrière respectable auparavant, faut pas déconner, et ben aujourd'hui, cette même personne donne des conférences pour la FIFA en disant à quel point la nouvelle FIFA est incroyable. Donc quand Infantino il arrive, sa priorité, ça a été de détruire tout ce qui est vis-à-vis des chambres d'éthique et autres,
et de renforcer le pouvoir présidentiel. Ce que Blatter n'avait pas fait. Blatter, il y a plein de défauts. Sauf que là, aujourd'hui, la FIFA travaille pour un homme qui est Gianni Infantino, qui rêve du prix Nobel de la paix. Et donc, en fait, il a mis des gens de partout et il a vérolé lui-même la commission d'éthique pour tenir et en faire comme une police politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas grave si tu commets un crime, hein. Très clairement, hein. Aujourd'hui, on a un membre du Conseil FIFA, Monsieur Bavio Touré, malien, incarcéré depuis 4 mois au Mali pour présumé détournement de fonds, une vingtaine de millions d'euros lorsqu'il était à l'Assemblée nationale. Il a le plein soutien de la FIFA. Donc c'est pas grave si tu commets potentiellement un délit. On verra ce que la justice malienne en dira. Ce qui compte, c'est est-ce que tu votes, est-ce que tu suis ce que veut ton président. Quant à ça, t'as aucun problème. If there is anyone in this room or outside of this room who still thinks that he can enrich himself, that he can abuse of football, I have one clear and strong message to tell him. Leave. En fait, le foot reste le beautiful game, mais son industrie, je ne sais pas comment elle peut être légale. Elle ne diffère en rien du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains et de toutes les autres cartels considérés comme illégaux. Il n'y a rien qui différencie puisque l'argent des subventions FIFA qui n'a jamais été aussi grand, c'est au moins $1 million pour chaque fédération à travers le monde chaque année, plus d'autres aides. Il est souvent pas tracé et dans certains pays, on se demande qui l'a vraiment reçu. On a un mec qui, en privé, se vantait devant ses joueurs, et pas qu'un, au restaurant, d'avoir été avec Ben Laden. Et c'est un seigneur de guerre, tout le monde le sait. Meurtrier, assassin. Il est resté quasiment 20 ans à la FIFA et dans certaines confédérations. C'est le moment, mesdames et messieurs, de revenir au football. La FIFA a passé des moments tristes, des moments durs, des moments de crise. Mais c'est fini. C'est fini maintenant. On doit aller de l'avant. On doit appliquer les réformes, bien sûr. On doit appliquer la bonne gouvernance et la transparence. Mais on veut aussi avoir du respect. Donc ils ont financé, je répète, quelqu'un qui était avec Ben Laden sans aucun souci. Comment la FIFA, aujourd'hui, n'est pas attaquée au niveau international pour financement de terrorisme, par exemple? Vraie question. En Haïti, ils ont financé des gens qui étaient liés à un cartel, la Familia, un cartel de drogue et d'armes dans la Caraïbe, en Amérique du Nord. Comment ces gens-là ne sont pas poursuivis au niveau international pour financement de narcotrafic et complicité de pédophilie? Moi, je l'ai écrit dans Josimar. L'article n'a jamais été attaqué, tu viens de le redire, qu'un média norvégien. Les dirigeants, quand ils venaient, on a prostitué des arbitres, des employés, des joueuses pour qu'elles aillent avec les officiels. Personne ne veut ouvrir ce dossier. Personne. Il y a beaucoup d'États qui ont développé une politique footballistique. Non sportive, je dirais footballistique. Alors, il y a plusieurs raisons, ça dépend. Il y en a qui avaient besoin d'une visibilité, notamment pour le tourisme. C'est notamment le cas de l'Azerbaïdjan, qui avait sponsorisé plusieurs équipes, dont Lens. Curaçao, également, paye de l'argent à l'Ajax Amsterdam. On rappelle que Curaçao est dans la Caraïbe et c'est une ancienne colonie néerlandaise. L'Ajax étant l'un des plus grands clubs des Pays-Bas, aussi dans cette vision-là. On a même l'île Maurice qui a fait un partenariat avec le club anglais de Liverpool. Sauf qu'en effet, ils sont loin en termes de montant que les pays du Golfe. Pour des raisons différentes aussi à chaque fois. Le Qatar voulait exister sur la scène internationale en mêlant le médiatique par Al Jazeera et également le sportif. Et cela leur a donné également plein d'autres choses au niveau de la diplomatie et de la politique en s'ingérant pleinement dans certaines affaires, notamment du monde arabe, Libye, Syrie principalement, également Somalie, où ils sont assez implantés. Les Émirats, c'est différent. Les Émirats, alors certes, il y a cette idée mercantile avec le City Football Group qui détient le club de Manchester City et également de plein d'autres écuries à travers le monde. Ils ont moins investi en termes d'événements sportifs, par exemple. Et l'Arabie Saoudite, qui, plus que le football, c'est vraiment un ensemble. Ça peut être pour le catch, ça peut être pour les tournois de 3 contre 3 aussi en basket, récemment. Il y a plein de choses, les événements de boxe et de tout ce qui est possible et inimaginable. Et aussi l'organisation des Jeux d'Asie et de tout ce qui va advenir. Et il faut pas oublier que l'Arabie Saoudite, c'est toujours voulu comme le leader hégémonique du Moyen-Orient et notamment sunnite. Donc, je veux dire, pour eux, le Qatar, c'est minuscule, c'est insignifiant. Ils n'ont jamais eu cette stratégie, en tout cas à ma connaissance à travers le sport, d'influencer comme cela des gouvernements. Néanmoins, l'Arabie Saoudite a une diplomatie religieuse très active
Et aujourd'hui, leur politique, c'est de faire venir des gens pour faire découvrir l'Arabie Saoudite. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ils se servent du sport pour montrer, entre guillemets, les réformes, tu sais, et le modernisme voulu par le prince héritier. Donc le sport en fait partie. More spectacular, more authentic, more adventurous. Feel more in the home of Arabia. Visit Saudi, official partner of the AFC National Team Competitions. Eux, l'Arabie Saoudite, ils savaient très bien qu'ils vivraient jamais ce que le Koweït a vécu. Il y a quand même des Qataris qui ont eu peur de vivre ce que le Koweït a vécu en 90. Donc ce sont des stratégies différentes. Ce qu'a fait le Qatar à travers le Paris Saint-Germain illustre l'essence même du football politique. En France, le Paris Saint-Germain fait rêver plein de gens. Des gens lambda, à des gens importants, dont l'ancien président de la République, M. Sarkozy, à l'origine de la venue des Qataris au Paris Saint-Germain. Donc en fait, on vous prête beaucoup de pouvoir, vous en aviez pas du tout. Non, je vais vous dire alors un top 4, Étienne Moati. Je n'ai jamais voulu devenir président du PSG. Et là où les Qataris ont très bien compris, c'est que certaines personnes d'influence en France, pour avoir des accès, des places en loge, des maillots, des discussions, qu'on les écoute, de rencontrer une star et autres, il y en a qui seront prêts à tout pour ça. Et c'est la porte d'entrée pour gagner en influence. Je donne un exemple concret de ce qu'ils font au Carré. Le Carré, c'est l'espace VIP du Parc des Princes. Et notamment avec des services du ministère de l'Intérieur. Vous avez des fois des petits fonctionnaires de police. Ils obtiennent une invitation avec leurs femmes. Ils les mettent en loge, le programme, l'hôtesse qui arrive. Vous allez bien, monsieur X, madame X, etc. On leur donne énormément d'intérêt. Ils voient des stars, etc. On leur en met plein les yeux. Ça brille. Quand ils rentrent, ils se disent « Oh, super !» Et à un moment donné, d'où, je pense, le papier qu'on a publié sur Blast, il y a le retour de manivelle. À un moment donné, on va rappeler pour obtenir un service. Ça peut être insignifiant. Un point de permis, une escorte, de moto, que sais-je. Et là où le Qatar a réussi quelque chose en France d'inouï, c'est que vu qu'il n'y avait aucune frontière de par l'opacité gardée par les différents services du ministère de l'Intérieur, et bien en fait, on n'a toujours pas compris, et encore aujourd'hui, on attend la suite des affaires juridiques, on ne sait toujours pas la limite entre le petit service qui paraît insignifiant comme une carte de séjour où on fait avancer un rendez-vous, que sais-je encore, à potentiellement un avantage fiscal de plus de 100 millions d'euros à un transfert. Quelle est la frontière, quelle est la limite? Et ça, ils ont compris qu'à travers le club de foot, ils pouvaient avoir une influence comme ils n'ont jamais eu ailleurs. Pour paraphraser l'ancien ambassadeur du Qatar en France, ce que le PSG a fait, c'est plus que toutes les ambassades du Qatar à travers le monde. Et c'est ça le véritable intérêt du football. Et pour un service de renseignement, ça n'a pas de prix. Imaginez réunir dans une soirée d'un match de gala certains des plus grands businessmen du monde, patrons de Total ou que sais-je. Des gens, j'allais dire, des nouvelles générations, très importantes des réseaux sociaux, de Instagram, de Facebook ou que sais-je. Des people, ça fait toujours rêver. Des anciens présidents de la République, des ministres, des députés, des gens des services de renseignement. Et imaginez ça, le prix que ça a, quand on est intelligent, pour un bon service de renseignement. Être là, à ce moment-là. Et quand on est dans le football, aussi une autre chose. On peut se déplacer de partout. On peut rencontrer qui on veut. On aura toujours une raison pour le faire. Est-ce que c'est pas la meilleure couverture diplomatique afin de faire ce qu'est le Paris Saint-Germain aujourd'hui, un outil de renseignement pour un pays étranger implanté dans la capitale française? Moi, je fais de l'investigation. Je remarque qu'en France, il y a un durcissement vis-à-vis de tous les journalismes d'investigation. Ce qui se passe actuellement vis-à-vis de Disclose est une véritable honte et un danger. Je tiens à leur rendre hommage à ce sujet-là. C'est complètement anormal. Blast, pour le coup, je peux en parler librement parce que moi, je ne suis pas staffé avec Blast. J'ai fait quelques trucs. Et l'un des rares espaces de liberté, par exemple, pour parler du sport en France. La dangerosité vis-à-vis des enquêtes que j'ai pu mener, elle est réelle. Il y a certains pays où je ne peux pas mettre un pied. Parce qu'on s'attaque à des réseaux très puissants.
qui dépasse en fait le simple foot. Parce qu'ils ont ces gens des connexions, etc. Maintenant, il y a tout le reste, en fait, ce que les gens ne comprennent pas forcément, mais tu as le cyberharcèlement. D'ailleurs, Mediapart a expliqué dans son dernier article que depuis 2018, je suis ciblé par ordre de Nasser El-Khelaifi. Donc, depuis 2018, ça fait 6 ans. Je n'ai jamais rien reçu de Nasser El-Khelaifi. Je n'ai jamais rien reçu d'autres personnes. Par contre, ça a été des campagnes pour me faire passer pour un délirant, un extrémiste, un mythomane, etc. La censure, évidemment, le boycott. Mais j'ai ressenti beaucoup plus de menaces et d'intimidations venant du milieu journalistique que sportif. Qui est quand même assez curieux, on l'avouera. Pour dire certaines choses, t'es complètement blacklisté, parce qu'en fait, la liberté d'expression dans beaucoup de médias, elle s'arrête en fait au pied de à la porte de la rédaction. Et le problème, c'est que j'ai énormément de soutien à l'international. Énormément. Du syndicat mondial des joueurs, de Human Rights Watch, de Sports and Rights Alliance, enfin de toutes les plus grandes organisations, j'ai fait avec les plus grands médias du monde. Alors en France, j'ai l'impression que j'ai la peste et le choléra. La manière de rester passionné, elle est simple, c'est dans les choses les plus, j'allais dire enfantines. Tu prends un ballon de basket, parce que moi c'est mon sport. Tu vas dehors avec les gars. Voilà, la passion, elle est là. Elle est de regarder, de faire une petite passe à l'aveugle quand tu rentres après un cross. Hier soir, je rentre, dribble entre les jambes, je crosse main gauche, j'en passe deux. Voilà, elle est là, la passion. Après, pour le reste, j'ai une petite passion pour le côté improbable et humain. J'ai fait des insides avec la sélection du Yémen, du Pakistan, du Cambodge, de l'Irak. Tu rencontres des gens, tu parles. Ça, je perdrai pas.